Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un like sur cette vidéo avec votre pouce et de la partager sur votre mur et d'inviter vos amis à s'abonner également sur notre chaîne. Je fais cette présentation pour parler de la redistribution des richesses au Niger. C'est important. Comme je vous avais dit, cette chaîne, c'est la chaîne où nous allons faire le monitoring de la gouvernance des pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, pendant que certains médias internationaux tambourinent tous les matins la junte, nous avons choisi de faire le monitoring de la gouvernance de ces pays parce que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on gouverne les gens et comment est-ce qu'on met les gens à l'aise. Ce n'est pas les petites intimidations du genre la junte, etc., etc. Donc, dans le cas d'espèce, nous avons choisi cette semaine de nous arrêter sur le Niger. Le Niger. Vous pouvez regarder la gouvernance de M. Abdourahmane Tiani et des grandes figures de son gouvernement comme son premier ministre Mohamedou Lamine Zein, qui est aussi ministre de l'économie et des finances, comme son ministre de la sécurité intérieure, le général Toumba, ou son ministre de la défense. Ils sont nombreux, voilà. Son ministre de la jeunesse des sports, voilà, qui lisait les communiqués, voilà, voilà. Donc c'était, bon, un peu stressante, mais assez amusante, assez plaisante. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que, et ça c'est un cas d'école, je vais écrire un research paper dessus, mais j'ai besoin d'attendre un peu jusqu'à la fin de l'année, le milieu de l'année prochaine, et que les données sur le Niger dans les métadatas à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement soient disponibles. Et à partir de ces métadatas, on va écrire un research paper qu'on va partager d'ailleurs. On va essayer de trouver un journal au Niger qui peut publier ça. Ce serait intéressant. Parce qu'on voit déjà ce qu'on appelle le trend, dont la tendance se dégage déjà nettement. Autrement dit, je suis pas un spécialiste d'histoire du Niger, mais j'ai quand même fouillé. On a rarement vu des gouvernements, mais même en Afrique, qui ont pris des mesures pour soulager la peine des populations. Les mesures, c'était souvent les mesures que préconisaient, disent-ils, préconisées par le bailleur de fonds. Je dis bien disent-ils. Parce que dans le cas du Cameroun, c'est Paul Biya qui volontairement choisit d'appauvrir nos parents en pays Bamileke et dans le Mungo, en coupant toutes les subventions agricoles, en arrêtant de subventionner, en faisant des lois pour arracher les terres et les remettre à des firmes multinationales, etc., etc. C'est avec ça qu'il a pu rester 42 ans au pouvoir. Mais dans le cas du Niger, ce qui est important, c'est qu'on a vu arriver le général Abdourahmane Tiani. On l'a vu prendre des mesures pour protéger le patrimoine du Niger, son patrimoine minier, son uranium. Les amis, je suis actionnaire de Microsoft, donc j'ai accès tous les jours dans mon email à toutes les données, les décisions qui se prennent à Microsoft, parce que je détiens un paquet d'actions, un bon paquet d'actions d'ailleurs. Je suis la même chose pour Amazon, la même chose pour Apple. Je peux vous garantir que Amazon, Google, Apple, donc Apple, Amazon, Google, Microsoft, les quatre là, aujourd'hui sont en train de racheter toutes les centrales nucléaires aux États-Unis. Pas plus tard que hier, ceux qui sont abonnés sur Bloomberg peuvent voir que Bill Gates a procédé à un rachat massif des centrales nucléaires qu'on avait fermées. Et ils ont engagé des ingénieurs, mais des cracks, mais alors des cracks, pour pouvoir rénover ces centrales nucléaires et les faire passer à une technologie futuriste. Et qui dit centrale nucléaire dit uranium. Qui dit centrale nucléaire dit retraitement de l'uranium. Qui dit traitement de l'uranium. Donc ça veut dire que l'uranium redevient un enjeu capital dans la production de l'énergie. Bon, et c'est, vous me direz pourquoi Amazon, etc. rachète ça. C'est parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ils envisagent de développer beaucoup de choses et il faudra davantage de cloud
pour stocker des tuyaux et des clouds pour stocker tout ça. Donc, ils vont pouvoir développer cela et mettre ça sur des endroits. Et vous savez que c'est des machines qui chauffent énormément. Donc, il faut les rafraîchir. Donc, il faut produire énormément d'énergie électrique. Et ils se voyaient facturer de l'énergie électrique très cher. Donc, ils ont décidé eux-mêmes de pouvoir produire. Donc, ça veut dire que bientôt, ces GAFA-là, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, les GAFA, même comme on dit maintenant, vont se précipiter au Niger, comme ils se sont précipités au Kazakhstan, au Canada, pour passer les contrats d'achat d'uranium. Ça va venir. Ça va se faire. Et je dirais même que s'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que demain, ils peuvent pouvoir passer des contrats pour acheter au cours du marché l'uranium du Niger. Donc, le Niger a repris la main sur ses richesses, son uranium. L'or, ils ont suspendu tous les permis de production d'or. Je lisais le nouveau code minier malien, je n'ai pas encore lu celui du Niger. Et si le nouveau code minier du Niger ressemble à celui du Mali, ça veut dire que les gars, ils reprennent la souveraineté. Ça veut dire que fini les affaires où vous voyez une mine d'or en exploitation dans votre village, on vous dit que l'État a 5%, le partenaire qui se situe quelque part à Singapour à 95%, vous faites des recherches, vous n'arrivez pas à identifier que le partenaire qui a 95%. L'or sort, les populations sont pauvres. Et quand, c'est le cas au Cameroun, hein, et quand bien même les populations commencent à se plaindre, vous voyez le préfet sortir une mesure pour dire que il faudrait qu'on lui communique le nom de tous les halogènes qui vivent dans le coin. Donc, soi-disant, tous les gens qui ne sont pas ressortissants du coin, et pour qu'ils puissent commencer à les traquer parce que c'est eux qui auraient amené la contestation dans le coin. Or, au Niger, ils ont suspendu tous les permis sur l'or pour remettre de l'ordre et que les gens qui reviennent commencent à travailler dans un sens qui profite alors au Niger. Deuxièmement, ces pays commencent à travailler pour commencer à constituer elles-mêmes les réserves d'or. Parce que, comme j'expliquais hier à un ami qui m'a appelé, qui est enseignant au MIT à Boston, il m'a dit, ouais, je lui ai dit, ben, écoute, moi je pense qu'ils vont créer leur monnaie. Parce que il y a eu des réformes au sein de la BCAO. Les dépôts en réserve, donc en réserve ça peut être les devises, ça peut être l'or, ne sont plus consignés au Trésor français, sont consignés maintenant à la BCAO. Et à la BCAO, chacun met ses réserves dans l'antenne de la BCAO de son pays. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Donc, quand il met ses réserves dans l'antenne BCAO de son pays, il constitue, je ne crois pas que les 13 tonnes d'or de réserve que le Burkina annonce, et on a fait un peu les calculs, 13 tonnes d'or du Burkina au cours de l'once sur le marché, ça fait 1500 milliards de francs CFA. Non, ça fait 1 milliard et demi de dollars. Donc, si vous multipliez les 1 milliard et demi de dollars par 610, mettons même à 600, ça fait 900 milliards de francs CFA de réserve. Voilà. Donc, le Niger, on n'a pas trop eu une communication là-dessus. Et c'est là où moi j'encourage à la RTN à nous parler beaucoup d'économie. Parce que c'est bien, on sait que le général Tchani est là. On sait qu'il y a un gouvernement. On sait qu'il y a une question de souveraineté. Mais nous voulons voir plus de reportages sur la vie économique du Niger. Parce que ça nous permet de faire des directs que demain des investisseurs vont regarder pour pouvoir venir faire des affaires au Niger. Donc, le Niger a la maîtrise parfaite de son secteur de l'or. On voit aussi comment le Niger commence à mettre en place, j'ai regardé un documentaire sur le périmètre de Kony, que le Niger est en train de mettre en place pour relancer son agriculture. Les travaux qui sont en train d'être faits pour mettre en place l'irrigation. Certes, ils ont beaucoup été affectés par les inondations, mais là aussi, l'inondation n'est pas une fatalité. Il y a des techniques qui ont été développées par l'ONU Habitat en Afrique, que le Niger doit connaître sans doute, qui permet de capter les ressources d'eau en saison de pluie, de créer des bassins pour capter les ressources d'eau en saison de pluie et les utiliser en saison sèche pour pouvoir soit augmenter la pluviométrie, soit pouvoir développer l'agriculture. Donc là aussi, le Niger a travaillé. Mais ce qui est important, c'est que avant 1 an, il y a eu beaucoup de changements dans la maîtrise, comme je dis, de son secteur minier, l'uranium, l'or et d'autres minéraux. Il y a eu un retour progressif de la sécurité sur le territoire qui est quand même, comme avait dit Assimi Goïta, maîtrisé. Voilà. On ne veut pas dire que la sécurité, les bandes armées n'existent pas, mais la sécurité est maîtrisée. Mais donc, la conséquence de toutes ces mutations, de tout ce chamboulement, c'est que
le Niger se retrouve dans une posture où il commence à reconstruire son économie. Et c'est là où j'apprécie à son juste titre les décisions du général Abdourahmane Tiani et de son gouvernement. Autrement dit, ils ont choisi d'abord de soulager la population. Soulager la population. Le ciment dans un pays où là, il y a une pénurie de logements, le ciment est un facteur de production. Quand vous calculez l'inflation, l'inflation, c'est un panier de biens. Ce n'est pas tous les biens, c'est un panier de biens. Je pense qu'au Niger, on doit prendre en compte le prix du ciment dans le calcul du coût de l'inflation. Donc, la décision gouvernementale a été prise de baisser de 50% le prix de la tonne de ciment gris, qui passe de 100 000 à 49, 50 000, voire 55 000 dans les régions les plus reculées. Donc, à partir du moment où vous avez une baisse de prix sur le ciment gris, ça va encourager énormément la construction. Parce que je ne crois pas que c'est le sable qui manque au Niger. C'est une zone désertique. Ça va relancer énormément la construction. La construction, qui dit construction, dit logement. Qui dit construction, dit utilisation de la main-d'œuvre. Je rappelle qu'au Cameroun, c'est une stratégie qui avait été utilisée par le gouvernement camerounais avec succès pour désamorcer la bombe des années 90 où il y avait les protestations. Le gouvernement camerounais avait baissé sensiblement le coût des matériaux de construction et ça avait relancé énormément la construction. Et donc tous les enfants qui faisaient les barrages dans les rues, jetaient des pierres, s'étaient retrouvés sur les chantiers à pouvoir travailler. Donc, en baissant le coût du ciment, qui est un facteur de production pour les infrastructures, pour le logement, etc., etc., ça va relancer la construction. Voilà, parce que le prix va sensiblement s'abaisser. Si vous aviez besoin d'1 million pour avoir 10 tonnes de ciment et construire une maison, vous aurez besoin aujourd'hui de 500 000 francs. Donc, vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Première mesure. Deuxième mesure que le gouvernement nigérien a pris, et ça, c'est pas des moindres. Ça, je pense que ça n'a pas, les gens n'ont pas vu ça beaucoup, c'est la construction d'une fonderie. Parce que vous ne pouvez pas lancer les travaux d'infrastructure, comme on a vu au Cameroun, en important, on dit on va construire des stades, en important des blocs de béton des pays étrangers. C'est pas possible. Ça n'a aucun impact sur l'économie. Le Niger a lancé la construction d'une fonderie. Qui dit fonderie dit que bientôt le Niger, avec les Chinois, va devoir produire lui-même le fer à béton. Donc à partir du moment où ils vont produire du fer à béton, ce sera quelque chose de très intéressant. Troisième mesure, le Niger a interdit les exportations de riz et de céréales. Et les céréales seront désormais mis à la disposition, achetées par l'État, payées comptant et mis à la disposition des ménages pour pouvoir les soulager, pour qu'elles puissent manger. Parce que je dis ça parce que j'ai un ami qui allait faire 3 années de stage dans un organisme panafricain au Niger. Il me dit, mais dis non, là-bas on mange une fois par jour et les gars sont très résilients, très forts. C'est vrai. Mais avec l'interdiction de l'exportation de céréales, l'augmentation de la production de céréales, ça devrait permettre rapidement que les céréales au Niger puissent être accessibles à tout le monde, donc que les gens puissent se nourrir. Troisième, autre mesure, la baisse des prix du carburant. Ça, c'est important. Je pense que ça, c'est déjà effectif au Niger. La baisse des prix du carburant, c'est normal. Ils ont conçu une raffinerie. Ils n'importent plus. Ils ont conçu leur propre raffinerie. Et ils vont démarrer la construction d'une deuxième raffinerie qui va leur permettre d'exporter. Je rappelle qu'il y a le marché du Soudan, il y a le marché du Tchad, il y a le marché de l'Algérie même, le sud de l'Algérie, il y a le marché de la Tunisie, il y a le marché de Burkina, du Mali et même du Bénin. Et ils ont même le Togo à côté qui a un hub en matière d'hydrocarbures. Donc avec les ADAX et d'autres sociétés comme ça. Là. Donc le Niger, cela va leur permettre dans les années ou les jours qui viennent de pouvoir produire énormément de carburant et en baissant les prix du carburant, le carburant est un facteur de production. Facteur de production. Facteur de production. Quand vous allez acheter les machines là, aujourd'hui en Asie, on vous dit, bon, telle machine, ça fonctionne au diesel, parce que si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas le courant, ou ça fonctionne au solaire. Mais à partir du moment où ça fonctionne au diesel et que le prix du diesel baisse sensiblement, vos coûts d'énergie baissent. Or, les coûts d'énergie, c'est très important. Le coût du transport des marchandises d'abord, en termes de supply chain, le coût du transport baisse sensiblement. Si quelqu'un pour faire le plein du camion avait besoin de 180 000
et que désormais, pour faire le même plein du camion, il a besoin de 120 000 francs, il y a une économie de 60 000 qui est substantielle, qui est considérable. Si c'est 60 000 francs par 2 fois par semaine, ça fait 120 000 d'économies. Si vous multipliez ça par un mois, ça fait presque 500 000 francs. C'est beaucoup. Ce sont des économies qui doivent se répercuter forcément sur les prix. Même si les prix ne baissent pas de 50%, mais ça freine l'augmentation des prix. Je rappelle qu'on dit en économie que l'inflation baisse, l'inflation ne baisse pas. Il y a toujours de l'inflation. Mais c'est le taux d'accroissement de l'inflation, le taux de croissance de l'inflation qui ralentit. On devrait dire ça comme ça, quand on fait vraiment les calculs. Donc, ça aussi c'est important. La baisse du prix des hydrocarbures, c'est important. Et il y a maintenant la gratuité des soins pour certaines maladies rares, des cancers, etc. Vous avez vu qu'ils ont inauguré une unité qui va pouvoir traiter entièrement les gens à Niamey au Niger et éliminer les évacuations sanitaires vers l'étranger qui coûtaient à l'État. Donc, ça, ce sont des mesures qui sont faites pour soulager la population, qui dans la réalité sont une redistribution de la richesse nationale créée. Ce qui me plaît dans les pays de l'AES, c'est qu'ils ont démontré une capacité de résilience. Démontré que l'argument de, comme brandissait en France, c'est si tu fais pas ceci là, tu es suspendu du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tu ne pourras pas avoir guichet de financement, les mots guichet de financement. Ces pays ont démontré que on peut mieux organiser son budget, on peut mieux organiser la gestion des finances publiques, on peut mieux structurer la production et l'exploitation des richesses qu'elles ont, l'uranium, l'or, le pétrole, le gaz, etc., le phosphate, et utiliser ça comme qui sont des avantages comparatifs pour pouvoir développer son économie locale. Et c'est ça qui est important. Donc, on suit ça. C'est ça qui c'est très important. On suit ça, on en reparlera, hein, on en reparlera. Mais ce qu'on peut dire, c'est une grande félicitation aux autorités nigérianes parce que quand le carburant baisse, vraiment, ça crée une détente dans les ménages. En termes de transport urbain, le taxi, la moto, etc. En termes de transport interurbain, quand on étudie le panier des biens des ménages dans nos pays, le transport compte pour près de 25%. Hein. Rappelez-vous les présentations que j'ai fait la dernière fois. J'ai montré comment on confectionne son budget. Dans le budget des gens qui vivent dans notre pays, il faut sortir le matin, il faut emprunter le taxi. Il faut emprunter la moto. Et quand vous avez une voiture, il faut emprunter il faut faire le plein de carburant. Il faut vidanger avec l'huile de moteur, etc. Quand vous cuisinez à la maison, il faut le gaz. Donc, quand l'État a la maîtrise des hydrocarbures et fait baisser les prix, ce sont des milliards que l'État perd, mais ça va dans la peau du consommateur d'une manière ou d'une autre. Dans le sens où le consommateur, quand il élabore son budget, il voit que les prix baissent et il gagne. Malheureusement, chez nous, les gens n'élaborent pas beaucoup leur budget. Mais dans les ménages où les gens élaborent leur budget, quand il y a une baisse des prix comme ça, quand vous faites les calculs, vous voyez que pratiquement 15% de votre budget, vous faites des économies, quoi, et que vous pouvez remettre dans l'épargne, ou que vous pouvez remettre pour effacer certaines dettes si vous en avez, ou vous pouvez remettre pour faire autre chose. Donc là-dessus, le Nigeria a sonné un grand coup. Donc, avec le Niger a sonné un grand coup, donc qui est assez important. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, quand les prix baissent, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le domaine des matériaux de construction, dans un pays où vraiment il n'y a pas assez de logements pour tout le monde, ça va relancer la construction, donc ça va remettre les gens au travail. Et comme je l'ai dit encore, quand les prix baissent dans le domaine de la santé, les soins de santé, sur des maladies vraiment qui touchent beaucoup de familles, c'est quelque chose d'assez important. Quand les prix vont baisser dans le domaine du fer à béton, vraiment, vous allez voir sortir, en plus des infrastructures, par exemple, les ponts. Les ponts. Les ponts. Je ferai un jour, vous savez, la cartographie, nous, on a accès à beaucoup de choses ici aux États-Unis. Vous pouvez voir les ponts dans nos pays, on n'a pas assez de ponts. Hein. Il nous manque des ponts. Je suis Camerounais. Est-ce que dans les rivières comme le Nyon, le Djerem, tout ça, là, est-ce qu'il y a des ponts? On traverse encore la Pirogue. Dans la partie nord du pays, là, on traverse encore sur des ponts avec des bus. Donc, quand l'eau arrive, et ça emporte les bus, ça emporte les ponts. Parce que l'intensité de l'eau ne peut pas franchir. Les bus ne sont pas adaptés. Non. Il y a tout ça. Je pense que c'est une décision que nous avons appliquée à sa juste valeur. Donc, la redistribution de la richesse nationale produite sous forme de baisse des prix, hein,
de baisse des prix pour redonner à la population nigérienne qui a beaucoup souffert hein, un souffle, voilà, un souffle nouveau, voilà. Donc, on va suivre ça en espérant que nos amis de la RTN puissent nous fournir beaucoup plus de reportages économiques pour que nous puissions faire des analyses. Bon, parce que bon, la politique, on a déjà compris que voilà, il y a des nouvelles autorités qui sont en train de travailler. Elles ont été réhabilitées au sein du système des Nations Unies. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des documentaires sur l'économie afin de pouvoir faire des analyses et éclairer l'opinion publique. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une formidable journée. Abonnez-vous sur notre chaîne, mettez un like, partagez et invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Surtout, prenez soin de vous. Bonne journée. Bye.